Bien, je voudrais rappeler, alors je vais parler de l'éducation nationale au sens école élémentaire, collège, lycée. Je laisse de côté l'enseignement supérieur pour que chacun n'ait pas une opinion sur ce que je vais parler. L'éducation nationale a toujours eu besoin de statistiques parce que le grand exercice, depuis plus d'un siècle, c'est de faire la rentrée, c'est-à-dire de savoir combien il y aura d'élèves, combien il y aura de profs, de tables, de chaises. Et c'est un exercice d'ailleurs qui est assez bien réussi et qui n'est pas si facile que ça à faire. Donc là, on a des statistiques, pour parler comme des rosières, de mesures, des statistiques très grossières et qui ne visent pas, au fond, à construire l'action, à comparer, à évaluer, etc. Depuis maintenant plus de 20 ans, l'éducation nationale est passée à des statistiques. Oui, oui, un peu. Donc depuis 30 ans, d'ailleurs exactement, l'éducation nationale est passée à un autre outillage statistique qui relève plutôt de la quantification, c'est-à-dire de la construction d'indicateurs visant à évaluer l'action et visant éventuellement à l'orienter. Donc on a eu un changement très très important auquel d'ailleurs une littérature assez abondante est consacrée, Lascaux, Le Gallès, j'évoque, je pense, au bouquin d'Alain Supios, Gouverné par le nombre, et très souvent, comme ça a été souligné tout à l'heure, on associe assez rapidement cette mutation au benchmarking, au New Public Management, au néolibéralisme, et je voudrais rappeler en même temps que cette production est aussi une production critique, c'est-à-dire que les données produites fonctionnent pour justifier une action, mais aussi pour la contester. Après tout, il est arrivé de lire des statistiques relatives aux débouchés professionnels des élèves, les uns disant « ça prouve que l'école marche » et les autres disant « ça prouve que l'école est au service du capitalisme ». Donc, bon, on n'est pas dans une cage d'acier de la statistique aussi fortement qu'on le croit. Alors, l'éducation nationale, grossièrement, est passée d'une sorte de défiance à l'égard de toutes ces mesures et ces évaluations à l'intégration à peu près évidente de cet appareillage. Le hasard fait qu'en 1999, je travaillais au ministère de la Recherche et de l'Éducation nationale, quand sont tombées les premières enquêtes PISA, qui n'étaient pas tout à fait à l'honneur de notre pays, qui avait jusque-là la meilleure école du monde, puisqu'on ne l'a comparée à rien, donc elle était la meilleure du monde, et le ministère et les syndicats ont convenu que les enquêtes PISA, c'était le néolibéralisme, les statistiques absurdes, l'Amérique qui nous envahissait, que de toute façon, ça n'était pas mesurable, enfin bon. Et en 2014, 15 ans après exactement, quand la ministre actuelle de l'Éducation a voulu justifier la réforme des collèges, elle a commencé par les enquêtes PISA, en disant les enquêtes PISA nous obligent à réformer le collège. Et donc, en 15 ans, on a totalement basculé. Alors, avant de raconter cette histoire et d'en tirer quelques leçons, il faut dire ce qu'est l'éducation nationale. Sociologiquement, ce qu'est l'éducation nationale. Mon hypothèse, qui n'est pas d'une grande originalité, c'est que l'éducation nationale, c'est la rencontre d'une bureaucratie wébérienne et d'une église. Voilà. C'est ceux qui, parmi vous, veulent articuler Marx, Weber et Durkheim ont là un objet absolument formidable. Alors, une bureaucratie wébérienne, c'est très facile à dire, il y a des concours nationaux, objectifs, etc. Les cadres de l'action sont objectifs, nationaux, réglementés. Jules Ferry se flattait de pouvoir dire aujourd'hui à 10 heures dans toutes les classes de CP de France, on fait une leçon sur le Massif central. Voilà. Ça, l'éducation nationale française. C'était une logique, c'est une bureaucratie sérielle, comme aurait dit Basil Bernstein, c'est-à-dire dans laquelle on considère que chaque enseignant est l'équivalent de chaque autre enseignant de même rang, de même grade, que tout le monde est en rouage mécaniquement interchangeable, que chaque établissement est équivalent de tout autre. Dans ce système, il y a un contrôle de la qualité qui est un contrôle de conformité, c'est ce qu'on appelle l'inspection, qui est un système extrêmement étrange,
où tous les 7 ans, on vient vous écouter faire une classe en jugeant si la classe est faite de la manière dont doit être faire la classe. Et en général, c'est d'ailleurs un système magnifique, puisque la note, on la connaît avant même que l'inspection ait commencé. Elle est négociable depuis quelques années. En tout cas, on est dans une accountability verticale, c'est-à-dire que chaque échelon rend des comptes à l'échelon supérieur. Dans un monde très sanctuarisé de ce point de vue-là, on reste dans un système intérieur. Et puis, on a besoin d'un chiffrage sommaire, et je me souviens quand j'ai fait mes premières enquêtes sur le lycée j'allais dire 1987 et 8, le proviseur du lycée de Montaigne pouvait me dire combien il avait d'élèves, combien il avait de reçus au bac, mais il ne pouvait pas m'en dire plus. Il ne pouvait pas en particulier me dire combien d'élèves entrés en seconde 3 ans plus tôt étaient titulaires du bac. Et les statistiques étaient d'un sommaire extrême. Bien. En même temps que nous avons une démocratie wébérienne, l'école est une institution au sens durkheimien du terme, c'est-à-dire que c'est un système symbolique, c'est une économie symbolique qui fonctionne selon un mécanisme qui est à mon avis très homologue à celui de l'Église catholique. Je viens de passer 3 semaines avec Durkheim et ma conviction sur ce point s'est considérablement renforcée. D'une part, elle agit au nom de principes sacrés. La nation, la culture, la raison, la science, le progrès ne se contestent pas. D'autre part, les enseignants ont un métier qui est conçu comme une vocation. Et d'ailleurs, leur autorité est de type charismatique, c'est-à-dire que charismatique institutionnalisé, c'est-à-dire que je tire mon autorité du fait que j'incarne des principes supérieurs. Si vous me contestez, c'est la science que vous contestez. Donc, vous voyez à quel point je vous suggère de vous taire. C'est une enquête qui m'avait beaucoup amusé dès la fin des années 90, comparant les instituteurs français aux instituteurs anglais. Ça, c'est pour Andy, demander aux instituteurs à qui rendez-vous des comptes. Alors, les Anglais disaient aux chefs d'établissement, aux parents et aux élèves. Et les instituteurs français disaient à ma conscience. Un modèle religieux. À ma conscience et à l'inspecteur. Mais jamais aux chefs d'établissement, jamais aux parents, jamais aux élèves, qui sont des éléments impurs du sanctuaire scolaire qui vit sur sa propre économie. C'est évidemment un système fondé sur l'idée, au fond miraculeuse, mais qui est une idée difficilement dépassable en termes d'éducation, c'est l'idée que la discipline est libératrice. C'est l'idée selon laquelle la soumission à une discipline objective va rendre le sujet maître de lui-même. Bon, ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais on le pense, on le croit, et d'ailleurs, si nous ne le pensions pas, nous ne ferions pas cours. Je crois, au fond, si vous ne pensez pas que l'obéissance de l'élève le grandit et le libère, on ne ferait pas cours. En même temps, on aurait beaucoup de mal à justifier cette obéissance. Donc, l'école française, c'est la rencontre de cette bureaucratie wébérienne et de cette Église sans Dieu, d'une certaine façon, ce qui fait que les enseignants sont à la fois les agents d'une bureaucratie wébérienne et les prêtres d'une Église sans Dieu. C'est dans ce monde-là qu'à partir de 1987 apparaît la DEP, la Direction de l'étude et de la prospective, qui va changer la nature de la statistique ministérielle. Elle est d'abord confiée à quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Boisivot, qui est un prof d'Assas, qui dirige l'Institut de l'entreprise et le groupe ESSEC, donc qui est un homme plutôt, dans le monde simple, nous vivons plutôt de droite, on va dire, auquel succède le grand directeur de l'ADEP, qui est Claude Tello, qui est un polytechnicien INSEE, qui est plutôt un homme de gauche. Et d'ailleurs, l'ADEP s'appellera, c'est pas par hasard, la direction des études et de la prospective et de la performance à partir des années 90. On va, à partir de là, produire des statistiques qui ne sont plus simplement des statistiques de gestion au sens organiser la rentrée, mais des statistiques d'évaluation du système, de mesure de la performance du système,
c'est l'équivalent dans le monde scolaire de ce que sont les statistiques policières dont on a parlé tout à l'heure, d'une certaine façon. On va mesurer ce qu'on ne mesurait pas, le niveau et les degrés d'inégalité, ce qui a un effet de désenchantement considérable. Les enquêtes d'opinion montrent que tous les Français étaient persuadés que toute école était légale de toute école. Les statistiques ont cet aspect démasquage, au fond, des choses. On va évaluer, vous en avez ces jours-ci dans la presse, un des effets, la valeur ajoutée, un très gros progrès statistique, c'est-à-dire qu'on va pas simplement constater que le lycée Henri IV a de meilleurs résultats au bac que le lycée qui s'appelle généralement Pablo Neruda, plus au nord de Paris, mais on va mesurer ce qu'apporte en plus par rapport à une analyse banale statistique, le résultat attendu en fonction de l'origine sociale, du niveau scolaire, etc. On va mesurer la valeur ajoutée, donc on va faire autre chose que... On va introduire massivement deux techniques statistiques qui sont aujourd'hui très banales, mais qui changent tout, à mon avis, qui sont les analyses de régression et les odds ratios, c'est-à-dire qu'on va mesurer des effets. Je veux dire, quand vous êtes dans la statistique des héritiers, que tout le monde lit tous les matins, vous êtes dans des tableaux carrés. Les riches, les pauvres, ceux qui ont le bac, ceux qui n'ont pas le bac. Voilà. Là, on va faire des choses bien plus compliquées. Quel est l'effet enseignant, par exemple? Ça, c'est très intéressant. Je vous donne ce scoop qui est censé être connu. Le facteur le plus déterminant, toute chose égale par ailleurs, de la réussite d'un élève, c'est la qualité de style de CP. Ce qui a jeté un froid dans le monde de la bureaucratie weberienne, où tout enseignant était considéré comme l'équivalent de tout autre enseignant. Sauf que choisissez bien l'enseignant de CP de vos gosses, d'ailleurs ce que chacun fait, tout en refusant de le dire. On va mesurer l'effet sexe, on va mesurer l'effet filière, on va mesurer, au fond, la productivité, pour parler comme ça, du système. On va créer des indicateurs de climat scolaire. Ça, c'est un de nos anciens collègues de Bordeaux qui a introduit ça, qui est Éric de Barnier. On va mesurer ce que Durkheim appelait la criminalité scolaire. Les degrés de punition, les bagarres, les machins. On va faire rentrer énormément de choses là-dedans, et à partir de la fin des années 90, on va mesurer, on va construire des cohortes. Ça, c'est formidable, évidemment. On va prendre quelques milliers d'élèves dont on va suivre très précisément tous les ans la scolarité, etc. Alors ça change beaucoup de choses. D'abord, ça va changer ce que tout à l'heure vous appeliez la comptabilité, c'est-à-dire que, vous trouvez d'ailleurs un mot français pour... ça va changer les principes du compte-rendu de son action, des choses comme ça. On était dans un monde weberien et clérical où le prêtre rendait des comptes à l'évêque, qui rendait des comptes au pape, qui rendait à Dieu. Là, on va rendre des comptes au département qui paye les collèges. La formation professionnelle, c'est la région. À la région qui paye les lycées, et au-delà, au public, d'une certaine manière, mais c'est un public très, très lointain, puisque c'est public, puisqu'on le sait, puisque c'est connu. Ça passe par la presse, et donc on va sortir, au fond, du sanctuaire. Autre changement, c'est la montée des experts. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Jusque-là, jusqu'aux fin des années 80, les grands principes de réforme scolaire étaient des principes qu'on affichait d'abord dans un langage purement politique, purement moral, purement idéologique. Et on s'aperçoit qu'à partir des années 80, on change de registre argumentaire en faisant monter sur le devant de la scène des spécialistes de l'éducation qui vont être identifiés au fond au progrès. C'est-à-dire le projet de réforme n'est plus justifié par des grands principes politiques et moraux, mais par une sorte de sagesse technocratique, de sagesse statistique. Le premier à avoir fait ça, c'est Antoine Pro pour les lycées en 80. Je rappelle, par pure méchanceté, que le rapport Bourdieu-Gros, qui en appelle à l'autonomie croissante des établissements, diable libéraliste, était le rapport Bourdieu-Gros de 1989, réforme
Jospin, auquel a succédé le rapport Mérieux sur les lycées, puis le rapport Dubé, qui n'a servi à rien, mais les autres non plus, sur les collèges, puis le rapport Tello, et aujourd'hui tout ça est fixé avec Nathalie Mons, qui dirige une institution, etc. Évidemment, il s'est créé des conflits entre l'ADEPE, qui produit des statistiques, et le ministère. Quand on a une donnée de cohorte qui nous apprend que 20% des élèves de CM2 ne savent pas bien lire, le ministère souhaite qu'on attende la prochaine échéance électorale pour sortir le rapport, l'opposition souhaite qu'on le sorte à ce moment-là, mais rassurez-vous, quand l'opposition devient la majorité, on va avoir des enjeux politiques sur les chiffres, qui jusque-là, évidemment, étaient plutôt complètement interne à la machine, en tout cas n'était pas d'enjeu politique. Autre changement, cette connaissance du système par lui-même va produire la multiplication des dispositifs. On va rentrer dans des politiques de dispositifs, c'est-à-dire que, comme les statistiques permettent d'identifier des problèmes, Joël Zafran n'est pas là, mais l'un d'eux, c'est le décrochage. Le décrochage, on s'est intéressé au décrochage quand on atteignait les niveaux les plus bas du décrochage. On avait des taux de décrochage au début des années 80, à 16 ans, de l'ordre de la moitié d'une classe d'âge. Bon. Mais quand ça devient massivement public et répété, ça devient un problème et on crée des dispositifs. Alors on a des dispositifs décrochage, des dispositifs violents, des dispositifs soutien, des dispositifs quartier, des dispositifs, etc., qui sont tous étayés par des informations et des comparaisons statistiques et qui en même temps... Voilà, on va avoir des ciblages. Comment on définit un collège de Z, de REP, de machin, et on va avoir des ciblages avec des ruses très très intéressantes, puisqu'en France, ne pouvant pas cibler sur une catégorie ethnique, on va taper à côté de la cible ethnique pour toucher quand même la cible ethnique. Enfin, je ne sais pas raconter comment on fait. Voilà. Bon, on va changer la nature de l'action politique. Et les évaluations ne cessent de se multiplier. Je suis très frappé, par exemple, par le rôle de la Cour des comptes, qui fait maintenant des évaluations du système scolaire extrêmement précises et extrêmement bien faites techniquement, parce que vous ne pouvez pas dire à la Cour des comptes que vos statistiques, vous les gardez pour vous, quand même, vous n'avez pas le droit. Et donc, ce système qui était à la fois un monde weberien, donc une sorte de caserne, si vous voulez, et une église très sanctuarisée, est ouvert aux quatre vents par des systèmes de comparaison, d'évaluation, de mesures qui n'en finissent pas, et dont la logique, évidemment, on le voit bien, sera de commander les objectifs, j'y reviendrai, mais l'affectation des moyens. Aujourd'hui, mon collègue Pierre Merle est en train de défendre, et à mon avis, ce n'est pas irrationnel, la dotation des établissements en fonction de leur niveau de recrutement social, en fonction de leur performance, en disant, au fond, il faut donner plus d'argent, on va construire une échelle de financement, en disant, on donnera d'autant plus d'argent aux établissements car n'en ont le plus besoin, on le sait, donc on va casser, entre guillemets, l'égalité républicaine, qui n'était quand même que le cache-sexe d'une grande inégalité. Alors, cette logique se développe, et évidemment, elle heurte complètement la vieille logique, au fond, que j'appelle bureaucratique par commodité, à la fois celle de Weber et celle de Durkheim, parce qu'elle porte atteinte à des choses considérées comme fondamentales, comme l'automaticité des carrières. C'est-à-dire, si vous mesurez la performance des établissements, on n'en est pas à la performance des individus, mais les établissements étant l'équivalent des commissariats d'une certaine manière, vous ne pouvez plus avoir un régime de carrière qui soit purement défini par l'ancienneté, etc. Vous faites monter nécessairement les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement en France étaient des relais administratifs, étaient des relais entre l'administration centrale, le rectorat et la base. Mais le mot chef d'établissement était extrêmement excessif. Un chef d'établissement en France, s'il convoque une réunion à 17h, si les enseignants ne veulent pas y aller, ben, ils n'y vont pas. C'est quand même... Enfin, c'est pas
C'est pas le capitalisme sauvage. Parce que là, d'ailleurs, je pense qu'il faut, comme à l'université, une grande dose de masochisme pour être chef de quelque chose, puisque vous êtes responsable, mais vous n'avez pas d'autorité. Voilà, je dis ça pour vous consoler pour les moments qui viennent. Évidemment, du point de vue grossérien, les gens résistent à ce rapprochement de l'autorité, puisque je trouve d'ailleurs, je le signale, puisqu'il y a des étudiants de cette salle, que je regrette beaucoup que Crozier ne soit plus lu. Je trouve que ça reste un formidable sociologue là-dessus, quand il explique que d'une certaine façon, plus l'autorité est lointaine, plus vous êtes tranquille. Ce qui fait qu'il y a ce paradoxe au fond d'enseignants qui veulent une autorité très forte de Gary Grenelle et du rectorat, parce que plus cette autorité est forte, plus on fait ce qu'on veut dans sa zone d'incertitude. Alors qu'un chef d'établissement, fût-il sympa, c'est quand même quelqu'un qui vous laisse moins libre qu'un recteur vachard, voilà, que vous ne voyez pas et qui de toute façon n'entre jamais dans votre espace professionnel. Ce système heurte aussi, évidemment, l'économie symbolique des enseignants. Vous n'êtes plus dans un monde sanctuarisé qui ne rend compte qu'à lui-même. Vous avez le sentiment, alors là, vous lisez Finkielkraut, enfin, je veux dire, c'est quand même le plus grand sociologue de l'éducation français. Vous pouvez, si vous avez du temps, lire Polony aussi. Enfin, c'est l'idée, au fond, que l'Église perd de sa sacralité, que le savoir n'est plus le savoir, que l'on va soumettre l'Église, excusez-moi, l'école à des demandes sociales, et donc toute une représentation symbolique de son métier est menacée par ça. En même temps, il est extrêmement difficile de défendre ce système-là sans apparaître à la fois comme corporatiste et conservateur. Et d'ailleurs, les organisations enseignantes professionnelles rentrent dans une logique argumentaire, ce qui me frappe beaucoup. Au fond, les organisations professionnelles d'enseignants, au fond, ont elles-mêmes franchi le pas pour défendre, je suis caricatural, le vieux système. Elles utilisent de plus en plus la rhétorique du néo-management, des statistiques, etc. La rhétorique purement idéologique, à la Finkielkraut, c'est plus possible de dire de dire la France ne se remettra pas de la disparition de l'accent circonflexe. On peut faire ça dans Valeurs actuelles, mais dans une salle de prof, c'est quand même plus dur. Bon, voilà. D'autant plus que la maîtrise de l'accent circonflexe, y compris dans la salle de prof, pourrait être discutée. Donc, voilà, c'est ce monde, c'est quand même un choc extrêmement violent, je dis ça de façon caricaturale, mais on voit bien que les enseignants, quand même, ce n'est pas que des intérêts qui sont en jeu, c'est aussi une véritable représentation de ce que l'on est, de son activité, de sa légitimité, de son autorité, etc. Et à côté de cette vieille bureaucratie, entre guillemets, qui est menacée, mais qui ne disparaît pas, je vais revenir, monte une bureaucratie du pilotage. Et c'est là, évidemment, que les choses sont moins claires. Ça n'est pas le monde des lumières, du progrès et de la liberté contre le vieux monde. C'est une nouvelle bureaucratie qui monte, qui fait monter des projets, qui fait monter des chefs d'établissement, qui fait monter ce qu'on a bien vu dans les commissariats, le fait qu'il faut faire remonter sans cesse des informations, des statistiques que vous ne faisiez pas remonter. Je veux dire, pendant très longtemps, vous pouviez envoyer les élèves en retenue, ça restait entre vous. Maintenant, il faut faire remonter le nombre de retenues, remonter le nombre d'exclusions, remonter le nombre d'absences. Il faut faire remonter tout un tas de choses. Et c'est d'autant plus indispensable que c'est cette remontée qui permet aux acteurs d'entrer dans des dispositifs. Avec d'ailleurs le même paradoxe que pour la police, il faut faire remonter des problèmes pour montrer qu'on est utile, mais il faut faire remonter le fait qu'on n'a pas de problème pour montrer qu'on est efficace. Donc ça rend fou. J'ai des élèves en difficulté, j'ai plus de fric. J'ai pas d'élèves en difficulté, donc je suis un bon prof, mais j'ai moins de fric. Voilà, exactement comme pour les flics. Il faut faire remonter qu'il y a beaucoup de délits pour qu'on ait beaucoup de flics, mais faire remonter qu'il y en a peu pour montrer qu'on fait bien son boulot. Ça rend, enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de dingues. Voilà. Et on est dans un système qui apparaît comme une nouvelle bureaucratie, comme d'autant plus instable. Il y a un
travail d'Anne Barrère là-dessus, les chefs d'établissement ne sont plus du tout des relais administratifs, mais ils passent leur temps, mais après tout, nous à l'université, on fait ça tous les 4 ans, en produisant un document de 160 pages dans lequel on fait rentrer la plus petite de nos activités, tout en dénonçant le système. Bon, voilà. Mais voilà, on a créé une nouvelle bureaucratie, ce qui fait qu'on est dans un système dans lequel deux logiques se heurtent, mais évidemment, je crois que la plupart des acteurs, au fond, adhèrent aux deux logiques. C'est ça qui est extrêmement frappant. D'une certaine façon, aujourd'hui, on est dans un entre-deux, et les acteurs eux-mêmes, pour ce que j'ai pu en observer, sont dans un entre-deux. Au fond, ils jouent le nouveau jeu, qui a une forte légitimité, contrairement à ce qu'on pense, et en même temps, ils ont la nostalgie de l'ancien jeu, tout en sachant que l'ancien jeu est plutôt menacé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce néo-management, au fond, cette nouvelle manière de faire, transforme la conception du métier. Parce qu'à terme, c'est ça qui va fixer les objectifs. L'objectif, c'est de réduire les taux d'échec, c'est de réduire les inégalités, et on observe d'ailleurs statistiquement les phénomènes de tri. D'ailleurs, le dernier rapport sur les lycées montre qu'on a fait rentrer dans l'évaluation des lycées la catégorie des lycées qui demandent aux mauvais élèves de partir en cours d'année, de se présenter au bac en candidat libre afin que les statistiques du lycée soient bonnes. C'est quand même de la... Enfin, c'est du fillon, enfin, c'est de la fraude, pardonnez-moi, c'est de la fraude... c'est pas bien, voilà. On triche. Les établissements privés font tout ça avec un peu plus de liberté, mais les établissements publics le font aussi. En tout cas, les objectifs vont changer de nature. Évidemment, on fait rentrer aussi comme objectif le travail en équipe. Puisque l'objectif étant fixé collectivement, il faut travailler en équipe. Et la manière d'évaluer change les choses. Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde, la zoologie du monde scolaire. Pendant longtemps, j'ai travaillé à l'université, et d'une certaine manière, il y avait des collègues qui travaillaient, des collègues qui ne travaillaient pas. Bon. Jamais personne n'a eu la capacité de dire à un collègue qui ne travaille pas, il faudrait que tu travailles. C'était même considéré comme une forme d'agression insupportable. Quand à la fin des années, quand durant les années 90, on a mis en œuvre, même pas l'évaluation des laboratoires, mais la nécessité pour les labos de faire des comptes rendus. Tout simplement, il s'est créé une pression sur les collègues qui ne travaillaient pas, sans que personne ne leur dise, et moi j'ai vu le nombre de collègues qui ne travaillaient pas se fondre, parce que ça créait une pression morale qui consistait à dire implicitement, au fond tu bénéficies des services d'un labo, tu serais gentil d'y contribuer un minimum. Ce qui, la technique, je ne sais pas, je me fais bien comprendre, la technique a changé de fait les pratiques des acteurs. Et évidemment, dans les établissements scolaires, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ça crée une forme d'obligation de collectivité, alors que Durkheim raconte, puisque je passe ma vie avec lui, ces temps-ci, raconte que quand il était prof au lycée d'Auxerre, de Sens, le ministre avait demandé aux enseignants de se réunir tous les mois, et il dit, on a constaté à la première réunion que nous n'avons rien à nous dire. Voilà. On n'a pas changé, mais maintenant, on est obligé de le faire. Donc ce qui change évidemment profondément dans le cœur du métier, c'est qu'un métier qui était perçu comme une sorte de vocation au sens weberien du terme, hein, c'est-à-dire un accomplissement personnel, est devenu un service. Et donc c'est perçu comme une sorte de déchéance, de chute, ce qui peut se comprendre. Or, le vieux système continue quand même à irriguer très fortement l'imaginaire enseignant. L'autorité est institutionnelle, elle est disciplinaire. On garde le système d'inspection. Et les enseignants tiennent énormément à ce système d'inspection parce que c'est le dernier rempart contre une inspection de benchmark. Si on n'a pas un inspecteur qui vient tous les 7 ans, on va quand même mesurer ce qu'ont appris les élèves. Bon.
On veut garder l'idée de l'engagement volontaire. C'est très intéressant. Les enseignants s'engagent volontairement dans une foule d'activités, mais protestent contre toute politique qui les obligerait à s'engager. On veut que l'engagement dans une activité collective soit la manifestation de sa vocation et pas l'accomplissement d'une obligation professionnelle. Il y a toujours cette ambiguïté. Le chef d'établissement doit rester un collègue. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre le monde scolaire français comme un monde qui est au fond déchiré entre deux grandes logiques qui ont chacune des rationalités extrêmement marquées, d'une certaine façon. Et l'école française me semble rester dans cette espèce d'entre-deux depuis très longtemps, même si, quand on prend un peu de recul, l'évolution a été beaucoup plus forte qu'on aurait pu l'imaginer. En fait, l'école française reste entre deux modèles, ce qui la distingue très fortement d'un certain nombre d'autres écoles. Je pense évidemment à la manière dont l'école anglaise est passée, je parle sous son contrôle, est passée dans la logique de l'évaluation, du management avec une rapidité incroyable. Je n'en suis pas l'avocat, mais la qualité de l'école anglaise a considérablement augmenté si on en juge les évaluations internationales dans cette affaire. Le Canada est passé de ce côté. Les pays scandinaves sont passés de ce côté. Donc, la France, elle, est dans une sorte d'entre-deux qu'on voit bien d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a une enquête PISA qui sort, il y a pendant 15 jours une indignation nationale sur le faible niveau de notre pays. Et on reprend tout de suite ensuite une opposition systématique à tout changement qui pourrait nous faire perdre notre âme. Alors je crois que cette situation s'explique aussi historiquement, sociologiquement, parce que il faut bien savoir que l'école française, surtout dans sa dimension durkheimienne, symbolique et religieuse, est tellement identifiée à un récit national républicain que l'idée de changer la nature de l'école apparaît toujours comme une menace de la nation elle-même. Je veux dire que c'est plus que... C'est pas la réforme d'EDF, c'est la réforme de l'Église républicaine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On le voit très bien si vous prenez, par exemple, toutes les rhétoriques qui se manifestent depuis 30 ans. Lisez le bouquin de Proulx là-dessus, sur l'opposition aux réformes scolaires. Chaque fois, évidemment, la France est menacée, son honneur, sa grandeur, etc., etc. Je crois que cette variable-là joue un rôle. Si j'avais le temps, je m'interrogerais aussi peut-être pour savoir pourquoi les pays protestants ont quand même plus facilement changé leur système scolaire que les pays catholiques. Enfin, voilà. Mais là, ça serait de la sociologie des institutions religieuses qui pourrait nous permettre de le penser. Autre phénomène, l'administration, pour l'essentiel, reste fidèle au vieux modèle bureaucratique. On a changé beaucoup de choses, mais pas jamais le rôle de l'inspection. Et tant que vous garderez le rôle de l'inspection tel qu'il est défini, au fond, vous maintenez la dualité des deux modèles. En même temps, je crois que la production de données de comparaison ne s'interrompra pas, et elle ne s'interrompra pas notamment parce qu'elle fonde l'activité critique. Je veux dire, je voudrais bien rappeler ça quand on se simplifie la vie en pensant qu'il y a d'un côté le vieux monde institutionnel, universaliste, etc., et en face le néo-management épouvantable et néolibéral. C'est une opposition que j'ai un peu de mal à reprendre à mon compte, en tout cas dans cette affaire, parce que tout simplement, on s'aperçoit à quel point la critique des transformations du système s'appuie sur les outils qu'elle condamne d'une certaine façon. La sociologie de l'éducation n'a intellectuellement pas fait de progrès depuis les années 60. On répète du Bourdieu à manière obstinée, mais c'était bien, voilà. Mais technologiquement, elle a fait de très gros progrès. C'est-à-dire parce qu'on a un outil, au fond, on va puiser à l'outil de son adversaire. Mon sentiment, pour terminer, c'est que je crois qu'on ne pourrait pas, enfin, il me semble qu'il n'est pas raisonnable de rester dans cette sorte de mi-chemin, qui fait d'ailleurs que ça n'est plus, me semble-t-il, le cas de l'université qui est, elle, passée beaucoup plus résolument avec un enthousiasme idéologiquement modéré, mais un enthousiasme pratique absolument exceptionnel. De l'autre côté,
le monde de l'école, lui, reste à mi-chemin, et je n'ai pas le sentiment que les termes de la campagne électorale actuelle sur le débat scolaire nous fassent sensiblement progresser en la matière.